la question première que tu avais posée, c'était pourquoi les gens ne sont plus en relation avec la nature. Ouais. Et du coup, effectivement, tous les mécanismes que l'on a un petit peu partout, que ce soit, on parlait de la nourriture, de la mort, enfin bref. Et, mais du coup, c'est la vision pénétrante, c'est comment on voit tous ces dysfonctionnements. Comment ouais, c'est comment on voit ce dysfonctionnement qui fait qu'on n'est plus en relation avec la nature. Ouais, on peut l'appliquer à ça. Ouais. Et puis comment se réapproprier ça aussi, quoi. Oui, comment le vivre, quoi. Pourquoi est-ce que ça coule pas dans nos veines, quoi, pourquoi est-ce que c'est pas notre nourriture véritable, quoi, toi, que ça reste pas dans les livres, toi, que tout d'un coup ça devienne vivant, toi, que ce soit notre souffle, quoi, pas juste un mot, quoi. Toi, notre manière d'agir dans le monde. De vivre, ouais, Mais toi, tout à l'heure, on parlait d'expérience du départ de proches, de mort de proches, et que donc ça nous... Et évidemment que c'est des choses intenses, et que donc parfois dans cette intensité, on dépasse le chagrin et il se passe autre chose. Hein. À cause de l'intensité, on vit ça de manière intense. Peut-être une des pistes, entre guillemets, faisons le mode interrogatif. Pourquoi est-ce que de temps en temps on n'a pas cette intensité dans la vie de tous les jours? Pourquoi est-ce qu'il faut un événement exceptionnel ou que l'on considère exceptionnel pour qu'on vive ça intensément? La mort est un événement important, évidemment, mais tout est important. Respirer, c'est important. Regarder un ami, c'est important. Enfin, mais on a l'intensité que dans certains événements. Oui. Et on met de l'intensité. J'ai l'impression que c'est notre regard qui met l'intensité. Ouais. Alors, naturellement. L'événement est quand même important. Mais oui, non, mais je ne rabaisse pas l'instant important de la mort. Mais pourquoi est-ce que les autres choses ne sont pas à la même hauteur? Il ne s'agit pas de dire que la mort n'a pas d'importance, ce serait... Mais pourquoi respirer, marcher, s'alimenter, enfin, pourquoi le quotidien, ce qu'on nomme la vie banale, pourquoi est-ce qu'on l'a nommé banale? Pourquoi est-ce qu'on a nommé la vie comme étant banale? Parce qu'il y a les événements exceptionnels, ce qui sous-entend que le reste est banal. Oui. L'un vient de l'autre. Mais c'est notre mental qui nous... Oui, alors pourquoi notre mental fait ça? Pourquoi est-ce qu'il met des événements un peu sur un piédestal et l'autre dit, bon, bah, c'est la vie. Voilà. Comment, je crois qu'on l'avait déjà dit, comment on est devenu insensible dans le quotidien? Parce que l'exceptionnel, par définition, est exceptionnel. Et notre quotidien, c'est notre vie. C'est peut-être parce qu'on ne revient pas suffisamment à notre intérieur. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire par là qu'on se laisse emporter par le tourbillon de la vie, ce qui nous entoure. On se laisse emporter par l'extérieur. D'accord. Et du coup, on n'est plus... Comme une marionnette, attentif avec ce qu'on vit au quotidien, chaque seconde, chaque minute. D'accord, un peu comme une marionnette, l'extérieur nous fait faire des choses. Par moment, pas tout le temps, mais par moment, on est happé par tout ça et du coup, on ne revient pas à ce qui est cette source et du coup, on est... Oui, et puis l'exceptionnel est vécu comme un arrêt. Oui. Comme... Un en dehors de notre quotidien. Des habitudes. Voilà, mon compagnon décède, et c'est pas ordinaire ça. Et ce n'est pas ordinaire. Mais on vit ça comme étant un stop de notre quotidien.
Et en fait, on est dans l'opposition, là. Entre ma vie jugée banale, parce que pas du tout, je veux dire, et cet événement qui, par son importance, sort du lot, parce qu'il est important, naturellement. Est-ce que, mine de rien, vous m'excuserez, est-ce qu'on ne dort pas un peu, la plupart du temps? Oui, si, c'est ça. C'est tout à fait dans ça. un semi-sommeil, un peu... Oui, On ronronne dans les habitudes. Ouais, un peu pris quand dans des réflexes. Quand je disais ce matin que la mort de ma fille m'avait ouvert des espaces, ça m'a réveillée à la vie. Et je vivais, mais je vivais... des habitudes. Oui, des habitudes. Je me C'est- laissais porter par la vie plutôt que de vivre la vie. Tout à fait. Et un peu endormie, oui, c'est ça. Hein. On ne vit pas, on se laisse vivre. Oui, Ce qui est c'est un ça. peu différent. C'est ça. Ah ouais. Et comment on peut dire ça? De même qu'on a envie que des spécialistes nous disent quoi faire, on a envie de se laisser aller, de se laisser porter. Oui, de se laisser porter. Oui. Parce que on n'a pas besoin de réfléchir, enfin je sais pas, voilà, ça se fait automatiquement, tout ça ne pose pas de problème. Ça peut être confortable aussi. Mais c'est confortable. Mais on s'endort. C'est un peu comme un anesthésiant, finalement. Comme les rites. On fait des rites. Tu t'oublies dans un rite. C'est pareil, c'est un anesthésiant. On s'endort tranquillement, mais on ne vit pas vraiment. Le travail, c'est fait. Ah oui. On a les horaires, on connaît les collègues. C'est ronronnant, hein, oui. Voilà, on sait ce qu'on doit faire. Je pense sincèrement, on ne se rend pas compte, évidemment, que ça nous rend insensibles. Sincèrement, je pense qu'on ne s'en rend absolument pas compte. Et on peut devenir insensible en faisant semblant d'étudier Bouddha Krishnamurti, naturellement. L'insensibilité, l'endormissement, peut-être partout. C'est un peu comme si on traversait notre vie comme un robot. Oui, on est sans conscience. On fait les choses sans se rendre compte qu'on les fait. Et toi, est-ce qu'on citait l'exemple de la personne qui buvait une bouteille de champagne tous les jours? Et donc, pour se réveiller, on dit, il me faut un excitant. Et je vais au cinéma, ou j'ai ma bouteille de champagne. Mais si tu dormais pas, tu n'aurais pas besoin d'excitant. Tu n'aurais pas besoin de bouteille de champagne si tu étais alerte, vivant. C'est l'endormi qui a besoin d'être réveillé. Peut-être que une bouteille de champagne, c'était pour s'endormir. Encore plus. Ça fait... Encore plus. En fait, dans la réalité, ça fait ça. Ouais. C'est pour ça que je disais, tous les jours, il y a des jours, on n'a même pas savoir qu'elle boit du champagne. Ouais. Parce qu'en fait, c'est devenu une habitude. Parce que c'est par rapport à un problème. Oui, mais sans mettre un truc... Quand tu fais une chose par habitude, à un moment donné, tu la fais sans t'en rendre compte. Donc du coup, ça veut dire que s'éveiller. S'éveiller, oui. c'est être conscient de tous les moments, quoi, quels qu'ils soient. Moi, je pense que la première chose, c'est se rendre compte qu'on vit de manière automatique. Si ça, c'est vraiment saisi de manière pénétrante, qu'on y a la vision pénétrante, c'est l'arrêt sur image, et au minimum, pendant quelques instants, on est sorti de ça. Après, chaque chose en son temps, mais comme je le disais l'autre fois, voilà, je suis dans un parti politique, j'arrête pas d'avoir des discours, si je suis communiste, Lénine est le plus grand, Mao est le plus grand. J'ai un discours comme un vendeur de tapis, j'ai mon argumentaire commercial. Si on en prend conscience sur le coup, on dit, mais qu'est-ce que je... Mais je parle comme un vendeur de voitures, mais ça s'arrête immédiatement, on est scotché, la vision pénétrante montre tellement l'absurdité que ça n'existe plus. Au moins, on est tranquille pendant quelques temps. On est scotché, quoi. C'est un arrêt sur image. Et l'arrêt sur image, c'est un arrêt du mental, en fait, pendant qu'importe le temps. Mais, si tu veux, c'est prendre en flagrant délit le piège dans lequel on est.
Ouais. Oui. D'habitude, on ne sait même pas qu'il y a un piège. Et là, tout d'un coup, on dit, mais qu'est-ce que je suis en train de fabriquer? C'est parce qu'on le perçoit sur le vif. C'est un flagrant délit. Et on est estomaqué de se comporter comme ça. Mais qu'est-ce que je raconte? Où Jésus est le sauveur de l'humanité, il est mort sur la croix pour racheter les péchés. Qu'est-ce que je raconte là depuis des années? Mais je ne sais même pas ce que je dis. Ou même des commentaires sur une personne proche. Oui, qu'est-ce que je suis en train de raconter? Naturellement, du moment que c'est automatique, le fait de se rendre compte, automatique, ça veut dire qu'on se comporte comme un robot, comme un automate, alors qu'on est un être vivant, mais c'est choquant. Enfin, on est choqué de ça, je pense. Donc, au minimum, c'est suspendu pendant quelques instants, quoi. C'est le minimum syndical, quoi. Parce qu'après ça, c'est une prise de conscience. Alors, est-ce que cette prise de conscience, elle est profonde ou superficielle? Ça, on sait pas. Ça dépend de l'intensité. Hein. Si elle est superficielle, ça risque de revenir naturellement. Mais si c'est ce qu'on disait, une vision pénétrante, entière, avec une totale intensité, c'est définitif. Elle se rend compte que ces automatismes fonctionnent à tous les niveaux. Et pas que à un niveau. Là, c'est le parti politique, mais la religion, c'est pareil. Pour mon club de foot, mais je fais pareil. Et dans mon travail, je fais pareil. C'est cette globalité qui fait vraiment le basculement. Tu vois, mais le monde politique, le monde sportif, la religion, mais c'est une catastrophe. Et les cercles ésotériques, mais c'est pareil. C'est cette vision d'un coup, on voit la globalité, c'est ça qui déracine. Si c'est juste sur une partie, ça va déraciner la partie, mais... il faut revenir. Il faudra revenir sur d'autres parties. Parce que, tu vois, on parlait de compétition avec Albert Jacquard, mais la compétition, elle est partout. Dans la politique, dans la religion, dans le sport, dans l'amitié, dans l'amour, où tu n'aimes pas autant que moi, les gens disent ça. Mais qu'est-ce que c'est mon Dieu est plus beau que le tien. Enfin, c'est n'importe quoi ce truc de compétition, c'est une vraie catastrophe. Et c'est dans la société à tous les niveaux. Si la vision pénétrante éclaire ça, pour moi c'est clair, hein, c'est fini, on est sorti de ce... Ça ne veut strictement rien dire la compétition, ça n'a aucun sens. Aucun sens, vraiment. On est différent. Pourquoi est-ce qu'on serait supérieur? La différence est évidente, on est différent. Mais se croire supérieur ou inférieur, ça c'est une notion humaine. Qu'on soit différent, c'est une notion de la vie. Hein. L'aigle est différent de la buse, le renard n'est pas le loup. La différence, c'est la richesse. Mais que la compétition, c'est la destruction. C'est pas... les répercussions sont très 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 différentes. Hein. On voit bien, on voit bien à l'école, quand on met les enfants en compétition, ça peut vraiment anéantir certains. Oui. De se mettre en compétition alors que ça leur venait même pas à l'esprit, mais qui donnaient le meilleur d'eux-mêmes. Et on garde quand même dans l'enseignement cet esprit où il faut toujours être en compétition, être le meilleur. Hein. Et je pense que... catastrophe. Oui, c'est une catastrophe. Vis-à-vis des enfants, c'est une vraie catastrophe. Oui, parce que dans la compétition, tu as le gagnant, mais tu as le perdant. Tu as toujours le perdant. Voilà. C'est horrible. Alors que chacun a sa singularité et c'est à conserver. Ses capacités, parce que dans la compétition, c'est lié à la comparaison, enfin, évidemment. Bien sûr. Et comparer une personne à une autre personne, ça veut dire quoi? Que si celle-ci est considérée comme meilleure, ça veut dire que celui qui est soi-disant inférieur, il devrait imiter l'autre. Enfin, tu vois, on ne sait plus qui on est. Hein. Toi, parce que on se perd. Alors celui qui avait des capacités, je sais pas, artistiques, et ben il voit que l'autre qu'on considère meilleur, il est bon, je sais pas, en français ou en mathématiques, il va se forcer à étudier une matière qui l'horripile, enfin, contre nature, on arrive à des choses... compétition et comparaison, c'est très 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 lié, hein, ça marche ensemble, hein, évidemment, hein, mais c'est surtout cette hiérarchie.
Pourquoi est-ce qu'on met de la hiérarchie dans la vie? Les choses sont différentes, mais une fourmi n'est pas inférieure à un trou noir tout au l'autre bout de l'univers. Enfin, c'est différent. Tu vois, c'est ce... Parce que ce système de classer les choses par hiérarchie, en fait, si on n'en est pas conscient, on le fait dans notre vie, et on estime que pour avoir conscience, blabla, un esprit, vivre un état de conscience modifié, il faut vivre certaines expériences propices, et dans d'autres, c'est pas possible. On a ce fonctionnement, et on ne s'en rend pas compte. Et en faisant ça, on se limite. Parce qu'on dit, c'est dans ces expériences qu'on peut vivre ça, mais là, non. Et on disait ça, on s'empêche de le vivre là. Soi-même, on s'est mis une barrière. Mais est-ce que c'est pas ce que dit Dolores à l'école, il y avait le classement, tu étais premier, deuxième, troisième. Et il y avait le classement général. Et le classement, enfin tu vois, et du coup cette notion de compétition, je pense qu'on l'a acquis très jeune. Très tôt. Très tôt et tout ça. Et ça nous est quand même imprimé aussi dans nos... Ah ben on est conditionné. Cellules, quoi. Très fortement. Puis même avant l'école, si les parents ne font pas attention, ils ont déjà entamé ça, quoi. Ah oui. Tu fais pas comme ton frère, regarde, il fait mieux. Mais l'enfant, bon là, à son niveau, lui, il ne peut rien, quoi. Il subit, voilà, lui, à son niveau, il subit malheureusement. Par contre, c'est quand on devient adulte qu'on commence à penser par soi-même, qu'on devrait, il me semble, s'interroger sur ça et le remettre en question. Oui, il faut s'en rendre compte, quoi. Voilà, il faut s'en rendre compte, il faut s'en apercevoir. Parce que le nombre de gens qui... Oui, le monde du travail, tu te rends compte la compétition dans le monde du travail. De toute façon, c'est partout, quoi. Le premier, il est porté au nu. Bill Gates, c'est le surhomme, quoi. On lui poserait des fleurs aux pieds, quoi. Oui, c'est... Il y a aussi quelque part une recherche du héros, de l'homme magnifique. Celui qui gagne, c'est comme un héros. L'homme supérieur, un peu. Il faut mettre ça à la poubelle. Le héros, les héros. Un être réveillé, c'est comme un héros. Parce que du Bouddha, on en a fait un dieu, presque. C'est un homme. Et on en a fait un super-héros. Voilà, c'est encore mieux que héros. Un super-héros. Ça, c'est infantile. Ça, si on ne l'a pas mis à la poubelle, il n'y a pas de surhomme, il n'y a pas de héros ou de dieu sur eux. Parce que là, c'est vraiment la méga hiérarchie. Dieu sur terre, cet homme est Dieu sur terre. Non, mais, où est-ce qu'on est là? Et toutes les religions en fait, toutes. Dans le sport aussi, on voit. Oui, les dieux du stade, naturellement. Mais ça, c'est... La société aime ça. Parce qu'en mettant des super-héros, dire qu'il y a quelques super-héros, et le reste de la foule, faites ce que vous pouvez, vous avez des capacités moindres. Quand tu mets quelqu'un au-dessus, tu peux rabaisser tous les autres. Et ça, c'est très, très pratique, naturellement. Mais pourquoi ça marche? Parce qu'on veut des héros. Oui, et puis peut-être parce que chacun s'identifie à ses héros. Enfin, par exemple, les supporters, peut-être qu'ils s'identifient. Ils s'identifient, mais ils ne seront jamais ce héros. Oui. Ils s'identifient à quelque chose qui n'est pas lui. Oui. Donc c'est schizophrène comme truc. Non, il y a pas Tu t'identifies à quelque chose que tu ne pourras jamais être. Qu'est-ce que c'est, ça? Enfin, je sais pas, tu vois ce que je veux dire, quoi. Oui, mais ça marche, mais c'est une voie... C'est une méga stimulation. Mais dans ma vie courante. Quand il n'y a pas de Coupe du Monde du football, je ne suis pas trop excité. J'ai mes allocs ou j'ai mes factures de je ne sais pas quoi. Il y a aussi ce truc de stimulation. L'environnement, notre environnement est un regroupement de stimuli. Tout nous stimule, nos paroles nous stimulent, mais dans le sport, on voit bien, parce que le sport, c'est pas permanent, les coupes mondiales, c'est tous les 4 ans, je crois. Donc là, on est surexcité, on est surheureux,
On crie le Maroc, tout le monde est... Ou la France aussi, hein, si ce soir ça gagne, ça va être la folie totale. Mais qu'est-ce qui se passe après? Ou qu'est-ce qui se passait avant? On va être... C'est très simple. On va être surexcité, donc très 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 joyeux, très 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 bien, ou je ne sais pas quoi. Ça va s'arrêter. On est monté très haut, et on va descendre très très bas après, parce que tout ça c'est fini, il n'y a plus de plaisir dans la vie, et on va rechercher une nouvelle stimulation. Et on n'arrête pas, et on est complètement dépendant de l'extérieur. C'est comme le verre de whisky tous les jours à 5 heures. Le jour où je ne l'ai pas, qu'est-ce qui se passe? C'est un monde de fou. C'est un monde de fada. On est complètement enfermé. Et bah, c'est le pain et les jeux des Romains. Hein. C'est pas très nouveau. Non, mais c'est une prison liée à la satisfaction des sens qui a été déviée. Il faut satisfaire les sens, hein, comme se nourrir, ce qu'on disait ce matin. Mais ça a été dévié dans une espèce de... une récompense. Voilà, vous avez votre récompense tous les 4 ans, vous êtes des bons supporters, on va vous donner un super truc. Mais ça ne change rien dans la vie. Qu'est-ce que ça change dans la vie? À part un espoir que tous les jeunes qui jouent au football, ils veulent être Zidane, puis il y en aura un sur 500. Les 400, ils vont vivre. Dans quoi on vit? Dans un rêve. Oui, dans un rêve. Et on dort. C'est ça. Faire le lien. On nous donne des concepts soporifiques pour dormir toute notre vie. De temps en temps, avoir une espèce d'irruption footballistique ou autre, et on retombe dans une apathie et on meurt. Tout concourt à ça, les religions, tout. Certains penseurs, pas tous, mais certains penseurs. Il faut totalement exclure tout ça. Totalement voir ce piège et regarder un match de football, mais pas être excité, surexcité, complètement comme un enfant. À qui on donne un enfant qui hurle, la Krishnamurti l'a dit souvent, un enfant qui s'époumame. Tu lui donnes un jouet, il se calme, il est absorbé par le jouet, tu enlèves le jouet, il se remet à hurler. On ne fait rien d'autre. Les gouvernements, les religions font ça. On nous donne des jouets pour nous calmer, puis si on commence à manifester quelque chose, on n'est pas d'accord, on nous le retire. On nous punit. C'est une dictature non violente. C'est une dictature par le plaisir, on vous donne du plaisir. C'est ça, Comme Huxley disait ça, il avait tout à fait raison. La vraie dictature n'use pas de violence, elle use de subterfuge, de divertissement, d'amusement. Puis le truc ultime, quand le divertissement est devenu roi, la moindre réflexion est tournée en dérision. Mais qu'est-ce qu'ils sont bêtes à se réunir, là, ils se prennent la tête. Mais allez danser, soyez joyeux. C'est la vraie dictature, ça. Ou aller à l'église, c'est une autre dictature. Mais comment est-ce qu'on peut ne pas dormir? Tout concourt à nous faire dormir. Franchement, hein, tous les spectacles, les rites, les trucs répétés jour après jour, le journal de 20 heures, tout. Comment est-ce qu'on peut ne pas se faire piéger dans ce... C'est un sortilège, un charme. Hein? Et on prend ça pour la réalité. Tout d'un coup, on pense que c'est ça le réel. La Coupe du Monde, enfin, tout ce truc. Et on est sûr de ça. Effectivement, quand il y a la Coupe du Monde, je suis joyeux. L'expérience confirme, toi, c'est un sortilège puissant, tissé d'illusions, mais d'illusions nourrissantes. La croyance entraîne l'expérience. Et l'expérience peut être fausse, mais on l'a fait. Et comme si je crois en Jésus, si j'y crois à fond, je vais avoir des visions de Jésus. Mais qu'est-ce que c'est? C'est une projection de mon conditionnement. Est-ce qu'on peut, si on y est, sortir de ça? Il y a ce courant d'illusion, et on fait un pas d'écart, et on est en dehors de tout ça. Il continue, mais on n'est plus concerné. Est-ce que c'est pas se poser la question régulièrement de
où est-ce que j'en suis, est-ce que je dors, où est-ce que je suis éveillée, quoi. Mais il faut observer. Oui, c'est ça. Il faut regarder. Je ne le pose pas en termes de questions. Oui, je comprends ce que tu dis. Qu'est-ce qui se passe? Mais consciemment. Qu'est-ce que... Bon, on peut jouer avec ça, c'est pas grave. On peut se rendre compte... Bah, donc tout ce matin, je ne sais même pas ce que j'ai fait. Donc, je suis acheté le pain, je ne me rappelle même pas que je suis allé à la boulangerie, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a rien de dramatique. Il faut juste se rendre compte de ce qui se passe. Et de temps en temps, là, je vais essayer d'être un peu attentif pour 1 heure, 2 heures. Enfin, oui, mais ça, je pense qu'on peut le faire. Mais en faisant ce pas de côté, en se mettant des fois peut-être un peu dans le silence ou loin de l'agitation. Oui, ne pas se soustraire à ce à l'agitation environnante. Enfin, je pense qu'on peut effectivement sortir de ce... Oui, ça on peut, et puis voir que si on se soustrait à l'excitation de la société, en fait ça a une incidence dans ce que mon esprit pendant quelque temps il est encore perturbé, il ne suffit pas de s'enlever, mais on peut constater qu'effectivement si on est moins soumis, ça peut être un peu plus tranquille, et regardez vraiment ça, parce qu'en fait on peut pas être en dehors de la société au final, non. On est obligé d'y aller. Bien sûr. La vraie subtilité, c'est y être et puis être touché. Voilà. Enfin, pas être excité par ça. Pour cela, faire un pas de côté, comme tu disais, pour observer. Voilà. Et je pense que le pas de côté, c'est mental. Enfin, psychologie, spirituelle, c'est pas physique, se retirer du monde dans une grotte. Non, parce qu'on peut le faire en étant... C'est un peu facile, quoi. Voilà, c'est trop facile. Tandis que vivre, avoir un travail, enfin, comme tout le monde, avoir une vie sociale, des relations, tout ça, et tout d'un coup voir ce piège et continuer à vivre, mais être en dehors du piège. Toi, juste, c'est presque... je change de regard. Tu sais, j'ai toujours... ou même, on peut dire, je change de manière de penser. Depuis que j'existe, je sais comment je pense. J'ai une manière de penser. Et bien tout d'un coup, c'est comme une espèce de jeu. Je vais essayer de faire différemment, de ne pas continuer cette pensée automatique. Peut-être qu'elle est correcte, j'en sais rien, mais je le faisais de manière automatique. Tout d'un coup, essayer de voir les choses différemment. C'est peut-être un petit effort au départ, mais il y a comme un jeu, tu vois. D'habitude, je parle ou je pense comme ça. Mais attends, ici, je pensais différemment sur ce sujet. Qu'est-ce que ça... Voyons, qu'est-ce que ça fait? Enfin, on n'est pas assez joueur dans le bon sens du terme, dans le sens enfant. C'est un enfant qui voit... L'autre fois, j'ai regardé une vidéo, il y a un enfant, on avait l'impression que c'est la première fois qu'il voit ses pieds, quoi. C'est moi qui l'ai mis. Il bougeait, ses pieds, regardait. Incroyable. Un bébé, Je l'ai mis sur mon site. Ah oui, tu l'as vu? Moi, je sais pas, j'ai vu sur Facebook, je sais pas. Mais c'est rigolo. En fait, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça avec notre esprit? Là, je pense beaucoup, voyons, c'est quoi penser beaucoup? Et là, tiens, je vais essayer de penser moins. Tiens, c'est marrant. Et là, là, je pense plus. Enfin, tu vois, cette curiosité, je vois pas tellement d'autres mots à dire, sans chercher tellement de résultats, on s'en fout. Tu vois, le petit qui a un ses pieds, c'est adorable. Il n'a pas de résultats, ça l'étonne. Oui, regarde ses pieds, c'est tout. Cet émerveillement d'observer. Tu vois, alors là, dis donc, la pensée là. Et justement, l'enfant est plus facilement émerveillé dans l'observation. Oui, c'est plus naturel. Je sais, mais n'étant plus enfant, il faut le vivre en tant qu'adulte. On ne peut pas faire un retour. On ne peut pas refaire comme l'enfant. Il faut découvrir cette chose en tant que nous-mêmes, en tant qu'adultes. Et on est tous différents, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui ont cette curiosité de jouer avec leur propre esprit, de tester leurs limites, de dire oh, mais ça, ce sera toujours comme ça. Mais en fait j'en sais rien, c'est peut-être pas toujours comme ça. Toi, ce genre de jeu, tu as une conclusion définitive. Tu dis, mais attends, mais c'est peut-être pas vrai. Ça, ce genre de... C'est remettre en question. Voilà, mais sans mettre un drame, sans remettre... sans enjeu cosmique, faut se calmer, quoi. Parce que sans ça, on dort, quoi, je pense, toi. Et même dormir, on doit s'interroger.
attends, est-ce que je dors vraiment? Qu'est-ce que ça veut dire dormir? La question doit être globale, hein, sinon... oui, alors, est-ce que c'est vrai qu'on s'assoupit toute la vie et qu'on est un peu comme un espèce de légume, là? Qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire? Ouais. On consomme juste des sensations, du plaisir, des voitures. Parce que ce qu'on dit, je vous influence, c'est peut-être faux. Toi, il faut vraiment... Moi, je crois que c'est comme une enquête, il faut vraiment être un Sherlock Holmes, là, un peu de Sherlock Holmes de l'esprit, quoi, en quelque sorte. Oui, se remettre en question nos façons de penser, de voir aussi. Oui, oui. Et même quand on dit je suis conditionné, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce vrai? Toi, ne pas s'arrêter aux premières questions trop simples, pousser la chose. Parce qu'à un moment donné, si on pousse la chose, on arrivera à la question primordiale, qui suis-je? Et là, il y aura un insight qui peut être... Mais en général, on s'arrête. On fait un peu, hein, on entame la quête, on fait quelques efforts, et puis on se rendort un peu assez rapidement. Donc, moi, je ne pense pas qu'on puisse faire ça par l'effort. Pour ça que le jeu et le plaisir d'observer, ça me paraît... l'effort ne dure pas. Tandis que le jeu, il peut venir facilement, quoi, tu vois. Je veux dire, le chat dans la neige, il est sorti qu'une envie, c'est jouer dans la neige, je n'écoute pas, il est rentré, il était frigorifié. Je pense que c'est un des moteurs de la vie, le jeu. Et on n'en parle peut-être pas assez. On n'en parle pas souvent. Dans le jeu, il y a la joie, enfin, il y a c'est le plaisir de s'amuser sans chercher de résultat. Le jeu, c'est le jeu pour lui-même, pas pour quelque chose. Donc ça, le jeu pour s'amuser et non pas pour gagner. Voilà, pas pour autre chose que le jeu. Oui, le sport a perverti le jeu parce qu'il y a le résultat. Oui, et puis il faut être le meilleur. Voilà, et puis il faut gagner, quoi. Donc là, qu'est-ce qu'on disait? D'ailleurs, c'est important chez l'enfant, lui apprendre à jouer, parce qu'il y a des enfants qui piquent des crises de nerfs quand ils ne gagnent pas. Moi, je pense à mon petit-fils, il renversait le plateau de jeu, et ça me faisait rire en même temps. Je me regarde, c'est un jeu, on s'amuse, et il n'y a pas de... Oui, il faut essayer de montrer ça. Hein. Puis et je pense que là... C'est comme une gymnastique. Hein? Le jeu, c'est une gymnastique, quelque part. Oui, c'est un divertissement. Hein. Mais parce que je crois qu'on a assimilé comprendre ou apprendre à faire un effort. Dans notre culture, il faut se forcer. Tandis que je pense qu'on apprend très bien en jouant. Et beaucoup plus, parce qu'il y a du plaisir, il y a du ressenti, c'est de l'émotionnel. On dit qu'apprendre par cœur des tables de multiplication, bon, on peut le faire, hein, mais apprendre par le jeu, dans ça, pour moi, je vois qu'il y a, je trouve le mot plaisir, mais c'est un peu secondaire, il y a l'immense plaisir de découvrir. Le bébé, il découvrait ses pieds, il y a une découverte. C'est dans ce sens-là de... La première fois qu'on peut découvrir des choses. Tout à fait. Et après, quand on est adulte, on se rend compte qu'on découvre les choses par soi-même, et cette joie devient de l'intelligence. Et là, c'est autre chose. Parce qu'on n'est pas des enfants. Après, on vit ça de manière adulte. La joie de découvrir, dire que c'est la joie de voir, d'être sa propre lumière. Et ça, c'est la porte ouverte. C'est le commencement. On a trop parlé d'efforts, de restrictions, de jeûnes, c'est toutes les religions. Se flageller, enfin, c'est une catastrophe, quoi. Mais c'est cette... on a perdu cette légèreté. Oui, cette simplicité, comme on disait ce matin. Être simple et... pas voir une feuille tomber au sol à l'automne et éclater de rire. Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qu'il nous faut à tout prix, des trucs pas possibles? Parce qu'on vit trop, ce qu'on disait d'excitation extrême. Alors quand c'est pas extrême,
les sensations extrêmes, les excitations extrêmes fabriquent notre insensibilité. Ah ben oui, parce qu'on vise toujours. Alors que la simplicité, voilà, on a une énergie là, il nous faut un truc pas possible. la simplicité nous ouvre à l'émerveillement, à l'observation de ce qui est. À l'observation simple, sans super excitant. On n'a pas besoin de super-héros qui fassent un super exploit, parce qu'il n'y a pas de fin. Hein, ça. Quand on va être habitué à ce super-héros, il en faudra un autre, encore plus super-héros. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est comme les hypermarchés. Hein? C'était comme les supermarchés, après les hypermarchés. Oui, c'est ça, quoi, pour la consommation. Tout à fait. Ouais. Ouais. Il y a les éveillés, les super éveillés, puis ceux qui sont éveillés de naissance, et tu dis un fou. Oh, le top, c'est le Fils de Dieu. Bon, là, on ne peut pas lutter. Ça, c'est. Faut vraiment. En fait, il faut éclater de rire de ça. Comme tu avais dit, quand tu as vu une description de quelqu'un qui disait les rois et les reines, ils ont les mêmes besoins que. Oui. Et bien tout d'un coup, ça casse cette espèce de truc ridicule. Il y a les rois et les reines, et l'humble, la plèbre, là, ils sont pareils que les autres, hein, ils vont tous au même endroit à un moment donné, ils font tous les mêmes choses, et ils finiront pareil. Hein. Donc, oui, cette notion de dépendre d'excitation, enfin, je m'excuse de revenir un peu là-dessus, mais on est vraiment dépendant de ça, hein, La satisfaction des sens, qui n'est pas un mal et qui est normale, ne libère pas. C'est normal, ça fait partie de la vie, mais la liberté n'est pas dans ça. Elle est dans la prise de conscience, que la flamme intérieure s'allume, mais c'est pas vraiment une expérience en fait. C'est pas tout à fait une expérience, c'est encore autre chose. On n'en fait pas l'expérience. On peut dire expérience spirituelle, mais dans les faits, c'est un peu différent. C'est pas, je ne sais plus d'où est-ce qu'on était parti. Je voulais faire pour regrouper, mais je ne me rappelle plus d'où on est. Ah, on était parti sur la vision pénétrante. Vision pénétrante, la nature. Ouais. Oui, la vision pénétrante voit la totalité, et quand il y a un mécanisme, voit qu'il est applicable partout. Et dans cette totalité, existe la vision de la nature aussi. Ouais. Il y a la société de l'homme, la nature, le cosmos. Je crois que c'est vraiment les pièces d'un puzzle qui jusqu'à présent étaient dispersées à droite et à gauche. Je me dis, mais quel est le lien avec ce truc là? On a envie de... Oui, qu'est-ce que c'est Ah ben, il n'y a plus de morceaux, il y a un seul truc. Mais qu'est-ce que c'est alors la méditation, la réincarnation, la mort, qu'est-ce que c'est ce truc? Et l'autre qui me dit qu'il a des milliers de vies, mais où est-ce qu'on est là? Et le bouddhisme, comment ça marche tout ça? Parce que c'est des éléments du réel. Et l'autre qui se dit un tout le coup, il dit qu'il a une... Oh là là, mais comment ça fonctionne ça? Tu vois? Et ça saute aux yeux, la vision pénétrante. Si c'est une illusion, c'est mis à la poubelle direct. Et si c'est vrai, il n'y a plus différents morceaux. Tout ça est collé ensemble et tout éclaire tout. Il n'y a pas de... Je pense qu'il y a une très grande clarté de l'esprit qui se fait. Bon, l'esprit est d'une clarté... il voit tout très clair, mais lui-même est très 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 clair, très... À partir du moment où il arrive à mettre quand les morceaux se sont tous réunis et que c'est plus un puzzle, c'est la vie. Et tout est inclus dans ça. Tu vois, alors, si c'est l'illusion, c'est vu comme illusion. S'il y a une réalité spirituelle, intemporelle, eh ben, on sait exactement où c'est. Enfin, toi, c'est très clair, très simple d'une certaine manière. Tout est à sa place. Oui, et ce qu'on dit, voilà, il y a une espèce d'harmonie, et le plus fantastique, c'est que soi-même, on est en plein milieu de ça. Et cette chose est en nous, enfin, il n'y a plus de dichotomie. C'est comme si on regarde l'harmonie de l'extérieur. Non, on n'est plus le même. Plus du tout.
l'endormi a disparu, le rêveur a disparu. Hein. C'est même pas le rêveur qui se réveille, le rêveur a disparu. Oui, c'est un autre, c'est une autre. Pas pareil. Ah oui, c'est une autre. Parce que le rêveur va avec le rêve. Hein. Quand le rêve s'en va, le rêveur il est parti. Moi, j'ai vraiment. Ouais, tout d'un coup, les morceaux sont rassemblés et le panorama complet est là. Et tu mets. D'accord. Je crois que c'est ça, on l'avait dit l'autre fois. Et là débute la méditation, la vraie, enfin pas les techniques. C'est un voyage méditatif. Là, on explore un continent immense, inexploré et totalement immense. Et on n'en fait jamais une nouvelle théorie, une nouvelle religion, une nouvelle théologie. Tout ça fait partie de l'endormissement. Ça doit rester profondément vivant. C'est ça presque la difficulté. On pourrait vivre ça 600 ans, 1000 ans, il faut que ce soit vivant. Sinon, on a raté quelque chose, quoi. Oui, ça amène à la méditation, je pense, moi. C'est où on est... On est dans cette chose intemporelle, quoi. Et puis on va au-delà. Il y a encore un au-delà. Oui, c'est ça, alors là... Ce que je l'avais dit là. C'est au-delà. Mais oui, parce que qu'est-ce qui crée tout ça? Moi, je ne m'arrête pas. Oui, je suis d'accord. Ah oui, on va au-delà de ça. Sinon, il faut aller au-delà, et à un moment donné, que cet au-delà n'est plus d'au-delà. Voilà, c'est ça. Sinon, il y en a, on perpétue. L'enquête n'est pas arrivée. Il y a les causes qui... T'as pas fini le pulse aussi, dans ce cas-là. Non. Le pulse clarifie l'esprit. L'esprit est très clair. L'esprit voit l'harmonie de l'univers, comprend ce qu'est l'esprit, au sens qu'il n'est pas individuel. Et dans la méditation, on commence à entrevoir d'où ça vient, tout ça. Voilà. Qu'est-ce qui fait que ça, c'est comme ça, enfin, tu vois, quelle est l'origine de toute chose, et donc de ces choses qui sont claires dans mon esprit? Qu'est-ce qui fait que ça existe? Mais ça, c'est par un esprit intensément silencieux, immobile. Sinon après, c'est la science-fiction. Ça reste toujours un objet perçu. Et donc, quelqu'un qui regarde cet objet perçu. Ça ne peut pas être l'origine. Ça, c'est un truc qui m'a... Normalement, il y a toujours... L'observateur et l'observé. Voilà. Enfin, je veux dire, bon, dans la vie courante, il y a quelqu'un qui perçoit quelque chose qui est perçu. D'accord, oui. Et on peut remonter. Tant qu'on dit que je perçois ceci ou cela, c'est qu'il y a quelqu'un qui le perçoit. Oui. Et si l'origine, c'est l'origine, il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça, il n'y a plus de percevant. Oui, mais on a... ni de choses perçues. Oui, mais donc là, ça c'est les mots. Là. Oui, mais ça c'est les mots, parce qu'après c'est le mystère. C'est là qu'il y a le mystère de l'origine. Parce qu'on a bien dit déjà que même sans parler pour l'instant, 2 secondes, on revient un tout petit peu en arrière, sans parler de percevoir l'origine de l'origine, on a bien vu que dans ce monde-ci, de temps en temps, on peut avoir un sentiment d'unité, et là la pensée est absente, et donc la notion de l'esprit individuel n'est pas là. Et donc là, il n'y a plus tout à fait d'observateur. C'est pour ça que je... Donc il y a l'observation, et dans l'absolu, il y a l'observation sans observateur, et même sans observer. C'est ça que je veux dire. On découvre le domaine spirituel. Voilà. On regarde l'arbre, on le regarde sans le mot de l'arbre, et tout d'un coup, on va au-delà de l'arbre. L'arbre n'est plus un arbre, et ça dépasse ça. Mais ça, c'est encore dans une relation, qu'importe les mots, dans une relation de ce monde, où on tâtonne, on commence à entrer dans le domaine spirituel, mais le regard est encore porté sur
sur ce qu'on a devant les yeux, Oui. ou sur soi-même, sur son Oui, ou à esprit. l'intérieur, Hein. oui. Et donc, on peut s'observer sans avoir d'observateur. On découvre ça, et pour moi, c'est avec cette action, entre guillemets, que se met en place cette espèce de méditation libre, qui peut tranquillement, tout d'un coup, on a vu le monde, le puzzle a été assemblé, l'esprit est très clair, et on peut tout d'un coup comme sentir ou toucher ou goûter, je ne sais pas comment on peut dire, ce qu'il y a derrière ou à côté ou à travers tout ça, sans que ce soit en opposition. Mais de toute façon, dans ça, il n'y a pas d'observateur, puisqu'on est dans cet aspect méditatif, tu sais, où il y a la méditation, mais il n'y a pas un homme méditant, enfin un être humain méditant. C'est un aspect méditatif. Et tout d'un coup, ça traverse. On a traversé l'arbre et on traverse l'univers. Et on se trouve devant quelque chose de... d'indicible, d'incommensurable, on ne peut presque pas en parler. Mais ça existe. C'est une origine sans origine. Enfin, et qu'est-ce qu'il perçoit, enfin, mais personne ne perçoit. Oui, ben... Il y a la perception. Ouais, la perception. C'est... Enfin, ça se sent bien à travers quelque chose. Ça passe... Oui, vas-y, ça continue. passe par vous, quoi. Ça passe à travers le corps. Le corps, oui. Oui, alors c'est comme l'énergie dont on parlait tout à l'heure. Mais voilà. Pourquoi est-ce que ce serait différent? N'est-ce pas l'énergie qui se voit elle-même? On est souvent dans la dualité. Parce que, de même que tout à l'heure on a dit, le monde spirituel n'est pas séparé du monde matériel, enfin il n'y a pas de... L'un fait l'autre et l'un vit dans l'autre. Mais en plus, l'origine n'est pas non plus séparée de ça. Et non. Parce que tout d'un coup, si on oublie l'arbre, on ne se crispe pas sur soi-même et tout ça, à travers ces choses-là, on peut sentir l'autre chose. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on sent. On ne sent pas l'arbre. Il y a quelque chose d'autre. On n'est pas en train de dire je suis un esprit. On ne se dit rien du tout. Non, il n'y a pas de. C'est comme si on respire un parfum inconnu, quelque chose de totalement différent. Qui, le nom n'est, enfin, on peut mettre des mots, mais ce n'est pas une expérience, c'est encore autre chose. C'est plus qu'une expérience. C'est beaucoup plus. C'est presque une reconnaissance. Oui, une reconnaissance. Tout d'un coup, la goutte d'eau ne devient pas l'océan, mais il y a l'océan. Tu vois, qu'on avait dit que quand on regarde un océan, on peut dire intellectuellement c'est des multitudes de gouttes d'eau collées les unes contre les autres, et ça fait l'océan. Intellectuellement, bon, pourquoi pas, mais quand on regarde, on ne voit pas des multitudes de gouttes d'eau, on voit l'océan. Et de même, ce n'est pas l'esprit individuel qui devient cela. L'esprit individuel est suspendu et cela existe. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas le petit qui devient le grand. C'est un peu exagéré. C'est faux. Mais cette immensité est là. Et tout est dans cela. Cela est, comme disaient en Inde, cela qui est. Tu vois, cela qui est. En fait, c'est ce qu'ils veulent dire. En fait, on a raccourci quand ils disent voir les choses telles qu'elles sont. Au final, c'est dépasser les choses. Il faut bien comprendre. Et voir derrière qu'est-ce qui est. On s'arrête un peu à voir l'arbre tel qu'il est. C'est un début. Bon, il faut bien commencer par quelque chose, mais dans le zen, on disait, je ne sais pas si on le dit maintenant, au départ, quand on fait du zen, le gazon est vert. On fait du zen, le gazon il est plus vert. Et quand on a progressé, enfin c'est eux qui disent ça, quand on est allé à un certain niveau, l'herbe est redevenue verte. Mais pour moi, on va à travers l'herbe. Je dis plus que ça. L'herbe est au départ, l'herbe disparaît, et on traverse ça. Et en traversant, on retrouve l'herbe dans le tout, naturellement. Mais enfin, après c'est des mots. Mais c'est bizarre,
On s'en fout, on s'en fout. Non, mais c'est parce que moi, c'est des points de référence. Mais toi, ça, bon, il y a du danger dans ça, parce que les religions ont dit, hein, Dieu est éternel, il a créé le monde. Donc, il faut essayer de sentir, de voir si c'est vrai. Enfin, faut pas le prendre, c'est pas une croyance. Quoi. Toi, il faut d'abord essayer de découvrir cette méditation, ce truc-là, où la pensée s'absente, où l'esprit individuel est suspendu, et il n'y a ni observateur ni observé. Toi, ce jeu-là, hein, comme je dis, moi j'aime bien ce côté, jouer avec ça, mais est-ce que ce qu'ils nous racontent, c'est pas possible, ou est-ce que c'est possible tester. Parce que seule la méditation amène à ça, le reste c'est l'égarement, quoi. Après le reste... combien de livres ont été écrits sur la théologie où il y a des notions très très similaires et on a tué son prochain après. Hein, donc, je suis conscient que c'est assez dangereux. Hein, moi je ne suis pas du tout naïf à ce niveau-là. Hein, il y a un côté dangereux dans ce que je dis. Donc il faut le prendre voilà, avec des pincettes hein, quand même. Hein, mais, pourquoi dangereux? Parce qu'on peut en faire une idée et dire j'ai connu Dieu, Dieu est avec moi et je vais vous dire ce que je veux maintenant. Tout ce qu'ont fait les religions. Quoi. D'accord, ouais, voilà. Dire voilà, je détiens la vérité, vous n'avez pas compris, donc... moi je sais, vous ne savez pas. Voilà, ce genre de choses. C'est pour ça qu'il voilà, bon, il faut être prudent de ce qu'on peut faire de nos paroles, quoi, de nos échanges. Voilà. Je comprends. Parce que voilà, les êtres humains se sont entretués avec des notions similaires. Quoi, donc ça peut que inciter au minimum à la prudence. Mais et toi, cette notion de non-né, hein, une chose qui ne meurt pas, une chose qui ne naît pas, donc quelque chose d'immuable, en fait, qui sait si l'univers a eu un vraiment commencement? Peut-être cette qualité est aussi dans l'univers lui-même. Tu vois et tout d'un coup, il y a vraiment la séparation n'est pas existante. Si ça c'est la qualité de l'origine, pourquoi cette qualité ne serait pas dans son œuvre? Pourquoi est-ce que un rouge-gorge, c'est comme si le chant du rouge-gorge serait le chant de Napi? Enfin, si c'est sa qualité intrinsèque, ce qu'il produit a cette qualité. Tu vois enfin, de même, tu sais, par exemple, la lumière du soleil, la lumière d'une étoile, c'est étrange, elle a la forme de l'étoile. Le jour où il y a une éclipse, une fois j'ai fait le test, parce que je trouvais ça bizarre sur les... Voilà, tu sais, quand tu vois la lumière sur des arbres, tu vois des petits cercles parfois. On ne s'interroge pas, bon, ça paraît normal. Lors d'une éclipse, moi j'ai amené une grande feuille blanche, des beaux-arts, tu sais, j'ai mis sous l'arbre, tu ne voyais pas des ronds, tu voyais des croissants. Donc le photon, qui est la particule de lumière, elle a la forme de l'étoile. Tu aurais une étoile en triangle, tu aurais des petits triangles. La qualité de ce qui émet se retrouve dans sa production. Et ça c'est étonnant parce que je ne saurais pas l'expliquer, hein, mais c'était trop amusant, j'avais une multitude de petits croissants, à la place d'avoir des ronds. Le photon a la forme de l'étoile qu'il émet. Le photon, c'est la particule de lumière. Bon, c'est une allégorie, hein, mais je pense que s'il y a une chose, une origine qui a une certaine qualité, ce serait très très étonnant que ce qu'il crée, ce qu'il produit, n'ait pas des reliquats de cette qualité. Quoi. Ce serait logique. Et donc il n'est pas du tout certain que l'univers ait eu un commencement, qu'il ait eu une origine peut-être, mais un commencement ou un début, c'est très très discutable. Hein. Donc même la matière elle-même peut-être ne meurt jamais. Elle se transforme, évidemment. Donc c'est pour dire que au final, la vie, il n'y a aucune séparation avec ses différents apparemment niveaux. En fait, c'est enchevêtré, intriqué. Oui, c'est notre appareil de perception qui nous le fait voir. Voilà, nos sens limités et nos concepts limités. Parce que nos sens sont limités,
mais au niveau du cerveau, apparemment, il y a une certaine partie du cerveau qui est limitée, qui est conditionnée, mais il y a une autre partie du cerveau qui n'est peut-être pas du tout conditionnée et qui pourrait dépasser les sens. Les sens sont limités, mais par une prise de conscience, une intelligence, on peut dépasser les sens. Moi, je vois ça comme ça. Tu vois. Les sens ont leur beauté, hein, je ne critique pas les sens, mais c'est limité. Un papillon ou certains insectes voient un peu d'infrarouge et un peu d'ultraviolet. Nous, on ne le voit pas. C'est pas grave. Oui, c'est pour ça, c'est vraiment... Allez, les sens sont limités, le corps est limité. Hein, mais apparemment, chose étrange, parce que le cerveau, c'est physique, hein, aussi. Mais il y a une anomalie. Hein. Apparemment, dans le cerveau, il y aurait quelque part une partie non limitée. Non limitée. Donc c'est... On connaît très peu de choses du fonctionnement du cerveau quand même. On connaît très peu de choses du fonctionnement du cerveau. On commence à découvrir, et les neurobiologistes ont une certaine orientation, ils veulent découvrir ce qu'est la pensée, mais peut-on découvrir la non-pensée? Ils n'en sont pas du tout là. Hein. Ils ont une action très... Et dans ce qu'ils appellent la méditation qu'ils analysent, en fait, ils analysent les processus de la pensée. Donc il y a un biais, un peu je pense qu'il y a un biais dans leur approche. Et de beaucoup, peut-être pas de tous, mais de beaucoup. Donc, ouais, le cerveau, c'est... Un scientifique disait à des étudiants, après un discours magistral, disait... Ce que je vous ai dit, il y a probablement 50% de faux, mais je ne peux pas vous dire ce qui est faux. C'est pas qu'on est incompétent, mais c'est une nouvelle science. Ça fabuleux, je trouve que ça nous met dans des, je dirais état, je ne sais pas si c'est le mot juste, mais un état qui t'emmène et je sais pas, qui te permet d'être éthéré. Enfin, moi, je ressens ça comme ça, tu vois. Ça a beaucoup de possibilités. Oui, voilà, je te dis, mais c'est ce qui peut se passer, c'est infini, ça fait rêver. Oui, Enfin, moi, ça me fait rêver. Je me dis, oh là là, mais c'est presque magique, quoi. Ce mystère est presque magique. Mais je pense que la vie a mis des outils. Il y a l'outil mémoire qui fait la cohérence. Mais s'il n'y a que la mémoire, c'est plus une cohérence, ça devient une vie figée. Donc la vie a mis d'autres outils pour que la mémoire ne soit pas une dictature. Donc pour échapper à la mémoire, il y a des stratégies et le cerveau a hérité. Il y a d'innombrables possibilités. C'est ce qui fait ce côté, comment je pourrais dire, mystérieux, vertigineux et puis en même temps extraordinaire, quoi. Oui, naturellement, il y a beaucoup plus que la mémoire. La mémoire est tout à fait extraordinaire, hein, mais il y a une toute petite partie qu'on a mis sur un piédestal, mais... des espaces infinis où... Oui, avec Bohm, Krishnamurti, c'est Bohm qui l'a dit. Et Krishnamurti s'est arrêté sous le coup, il a dit, mais en fait, mais monsieur Krishnamurti, le cerveau est infini. Arrêt sur image, on reste là-dessus, on ne parle pas de suite, on se pose. Ouah, attendez, voilà, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un truc de... c'est vertigineux de possibilités. Est-ce que c'est vrai d'abord? Et qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ouais, on pourrait faire une série sur le cerveau, hein, le dialogue. Oui, ça serait bien. Parce que c'est des éléments, si tu veux, que nos pères ou nos grands-parents n'avaient pas. Hein. Le monde spirituel, c'est tout à fait récent, cette science. Et dans beaucoup de mondes spirituels, la pensée, c'est l'esprit. Ils n'arrivent pas à changer de paradigme. Ils ont beaucoup de mal. Depuis quand, tu veux dire? Les neurosciences, ça fait quoi, 50, 60 ans, peut-être 70 ans, mais la génération précédente n'avait pas ces données. Non. Et pour eux, la pensée, c'est l'intelligence, c'est l'esprit. Point barre. Et ben non. Et là, tu as un nouveau paradigme, et il y en a plein qui entament la falaise. C'est une question de génération. Il faudra une autre génération qui soit familiarisée avec ce concept et qui n'aura pas de problème. Oui, c'est un changement de paradigme
spirituel. Et là, waouh, moi je n'ai posé de problème, hein, mais c'est tout à fait intéressant en l'explorant, en utilisant la science, la neuroscience, mais pas en se limitant à la neuroscience et en l'explorant avec cet aspect méditatif, parce qu'on va plus loin que la science. Il faut incorporer les éléments. Il faut incorporer le raisonnement et la logique, mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'en fait, le cerveau, c'est nous-mêmes. Donc ce qui compte, tout d'un coup, c'est pas avoir l'explication de Pierre-Paul Jacques, c'est voir son cerveau soi-même, le découvrir en direct et faire le changement en direct, parce que le reste, c'est prendre sur le vif comment ça fonctionne. C'est ce qu'on fait, hein, de toute façon, mais pas spécifiquement sur le cerveau, mais parce que